Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné, vous commencez à en avoir l'habitude, et puis sur le podcast audio et vidéo. Oui, pourquoi audio et vidéo? Parce que vous savez que nous étions et nous sommes toujours sur Spotify, bien entendu, mais nous sommes aussi maintenant en podcast vidéo sur YouTube. Plus rien n'arrête la chaîne et plus rien ne nous arrêtera, puisque de toute façon, vous le savez, d'ici peu de temps, nous allons carrément faire les podcasts directement sur l'Enterprise. Hein, ça sera plus simple, on sera moins embêté. Voilà, voilà, voilà. Comment va le maître absolute, maître Olivier, comment allez-vous? Ah ben écoute, moi je vais très bien, d'autant plus qu'on va parler d'un film dans l'épisode d'aujourd'hui, cher à mon cœur. Alors un vieux film, hein. Je sais qu'il y en a certains que ça va défriser parce qu'on va parler d'un très vieux film, mais moi voilà, c'est vraiment un doudou pour moi ce film que j'ai découvert assez tardivement, hein, je dois bien le confesser, mais que j'ai revu donc à de multiples reprises depuis parce que déjà parce que c'est un très beau film et parce qu'en plus bah, il se passe dans ma région, Mhm. au fin fond de comment dire de la région PACA. D'accord, d'accord. Mais alors, là, tu en as trop dit ou pas assez? Ben, c'est voulu. Mais alors, ce film, comment se nomme-t-il? Bah, il s'agit de L'eau vive, qui est un film français réalisé par François Villiers et sorti en 1958. Pardon, Et là, voilà, on a perdu déjà la moitié des auditeurs et même pas tout pardon, ça. 58. pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Je, j'ai un problème d'audition. Oui, 58. c'est vrai que 58. Bon, j'avoue, là, t'étais tout jeuneau, hein, à cette époque-là, quand le Ah film bah, sort. j'étais pas toujours. Ah bah, oui, non, tu m'excuseras, j'étais pas encore là, comme on dit. Donc forcément, Ah, mais je croyais 5. que tu avais un âge biblique. Oui, mais sur une autre planète, pas ici. Ah, voilà, Voilà. la C'est sur planète C'est sur sur Hervé. Dagoba. Non, c'est sur Ah non, Dagoba. Dagobah. Bah oui, sur Dagoba j'ai 800 ans, mais ici je les ai pas encore. Mais 1958, François Villiers. Hmm. D'accord, 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 d'accord. Et alors, cette eau vive, est-ce que ça ferait allusion? Attention, hein, c'est qu'une allusion. Est-ce que ça ferait allusion à la Durance? Eh ben, tout à fait. Parce Oh, oh, que, oh, oh. oui, eh oui. Oh. Mais Ah, ben, alors, c'est pour ça que voilà, c'est quand même un film cher à mon cœur, parce que il y en a pas des masses, hein, des films qui se déroulent dans mon coin, on va dire, dans le coin géographique où j'habite. Hein. Mais cela dit, on avait déjà chroniqué un film dans Autour du film, souviens-toi, qui se passait en vallée de Durance, le fameux Le Hussard sur le toit. eh oui, exactement. Mais Mais alors pourquoi? là, Parce que adapté de Jean Giono. Et Monsieur Giono, ben, il a beaucoup écrit sur ma belle Provence et surtout sur ce petit coin de Provence en particulier. oui, parce que bien entendu, le scénario a été écrit par Jean Genot, hein, le scénario et les dialogues. Mais Oui, quand on me dit la Durance, inévitablement, c'est plus fort que moi, ça me fait penser à la construction du barrage de Serponçon. oh bah alors là, tu vois, t'as tapé juste, on va dire. Ah Parce ah. que, bah, en fait, oui, la construction du barrage de Serponçon sert de toile de fond à l'histoire qui nous est contée dans ce film. Mais Et, d'ailleurs, je peux te faire le petit synopsis eh ben, si. mais c'est Ah bah, justement ce que j'allais te demander. Alors, je sais que tu m'en as parlé en off, tu m'as expliqué qu'en fait, c'est l'histoire de Henri Thomas qui est tranquillement en train de jouer aux jeux vidéo avec ses copains et d'un coup il entend du bruit dans le garage, dans le jardin. non, ça c'est un autre film Ah plus récent de mince. Monsieur Spielberg. Ah mince. Non, vas-y, je t'écoute, je plaisante. Eh bien donc, dans la vallée de Durance, comme on l'a dit, en réaménagement à cause de la construction en effet du barrage de Serponçon, le décès d'un propriétaire terrien fait que sa jeune fille Hortense, donc là interprétée par Pascal Audrey, ça ne parlera à personne, mais enfin voilà, faut le dire,
devient la seule héritière des 30 millions de francs perçus comme indemnité d'expropriation. Et là, je mets 2 secondes entre parenthèses de synopsis. 30, imaginez-vous 30 millions de francs. Pour ceux qui ont connu le franc, déjà, tu te dis c'est énorme. Là, on parle de 1958. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équivalent quasiment comme si on parlait aujourd'hui de 10 ou 15 millions d'euros, facile. Ah, ça commence à faire des sous, oui, effectivement. Voilà. Donc, je reprends le synopsis. Donc, la richesse nouvelle de la mineure éveille immanquablement la convoitise de certains membres de sa famille. Ils vont donc user de tous les stratagèmes, de la séduction à la violence, pour essayer de s'approprier son magot. Mais Hortense, éprise de liberté comme l'eau vive de la Durance, glissera toujours entre leurs doigts pour trouver finalement l'accalmie auprès de son oncle chéri, le berger Simon. D'accord. Et Ok, là, ok. et là où je trouve aussi que le parallèle est pas mal, parce que on te dit effectivement Hortense est prise de liberté comme l'eau vive de la Durance, mais comme je l'ai dit, en toile de fond, tu as la construction du barrage de Serre-Ponçon. Et pourquoi a-t-elle été décidée la construction de ce barrage? Alors certes, pour produire de l'électricité, mais pas que, pour comment dire discipliner la Durance. Parce qu'il faut savoir qu'avant la construction de ce barrage-là, chaque année, au moment, parce que nous, en fait, si on s'appelle les Alpes de Haute-Provence, mon département, c'est pas pour rien. C'est qu'on est au pied des Alpes. Et il n'aura échappé à personne que les Alpes, en hiver, il y a de la neige. Et puis en été, elles fondent. Et donc, la Durance grossit, grossit, grossit. Et il y avait des crues, mais dévastatrices, en fait. D'ailleurs, non loin de chez moi, en contrebas de chez moi, il y avait très souvent des drames humains et surtout des drames agricoles. Parce qu'il y a des mecs qui, voilà, forcément, près des rivières, on sait très bien que la terre est beaucoup plus fertile. Là, je renvoie à toute l'histoire du Nil. Hein. Il n'y aurait pas eu le Nil, l'Égypte antique n'aurait jamais existé, même Bien encore à sûr, l'heure actuelle. bien Ben, sûr. nous, c'était pareil hein, en France et dans cette région-là en particulier. Ben oui, les mecs s'établissaient près des rivières parce que déjà l'eau, c'est la vie. Et puis parce que ben, les terres sont fertiles en limon et en tout ça. Donc, ça permettait de faire de bonnes récoltes et surtout d'avoir comment dire, un taux de production élevé. Mais par contre, ben, quand la Durance s'énervait, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un cycle naturel, hein, mais ça faisait des catastrophes. Et avec l'avènement bah, de l'industrialisation et tout ça, bah, il est venu en tête au bout d'un moment aux décideurs politiques. Ouais, elle est gentille, comment s'appelle la Durance, mais oh la bijou, il va falloir se calmer. Et donc, on va la discipliner. Donc, c'est ça quand même moi que j'ai ressenti aussi en voyant ce film, c'est que si tu veux, tu as tout le contraste où justement, parce que bon, il faut savoir qu'après on y reviendra, mais EDF a participé au financement du film parce que pour eux, c'était une vitrine. On va pas se le cacher, tu vois. Pour eux, c'était une vitrine, comme quoi vous avez vu, on maîtrise la maîtrise technologique, l'humain a le dessus sur la nature, patin couffin. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est l'intelligence du réalisateur, c'est que ça fait un contraste, si tu veux, parce que quelque part le film te vante justement cet esprit de liberté d'Hortense comme l'eau vive de la Durance, mais malgré tout en te montrant qu'on va la mettre dans un carcan, la Durance. Mais justement, Et d'ailleurs, je dépasse un peu du cadre du film. Le problème de Serre-Ponçon, c'est qu'il n'a été que le premier d'une longue série. Non, mais il faut savoir que la Durance, je crois que c'est. Alors là, peut-être je m'avance, hein, mais je crois que c'est le cours d'eau en France qui a le plus de barrages hydroélectriques sur son cours. bon, Voilà. alors, il y a un truc que je voulais, parce que là, tu as Oui, parlé j'ai dans fait le un peu long, synopsis. excuse-moi, mais. Non, 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 tu as parlé dans le synopsis d'expropriation. Alors, je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a quand même une chose importante. Pourquoi expropriation? Ben, parce que, comment te dire, la construction de ce barrage, hein, tu me reprends, mais forcément va demander le déplacement d'énormément d'habitants ben, qui habitent justement près de la Durance, parce que Et forcément ces villages-là, entre autres, tu me reprends, je crois il y a le village Dubaï qui va disparaître complètement sous les eaux et ne sera pas reconstruit d'ailleurs. Puisqu'il y a encore, il est carrément en dessous. Hein, il y oui, a oui, même, je oui. sais, j'ai vu des reportages où il y a des plongeurs qui y vont, qui vont voir effectivement ce village qui est complètement sous les eaux.
Enfin, il reste plus grand-chose à voir du village parce que la plupart des bâtiments ont été dynamités. D'accord. D'ailleurs, il y a eu tout un. Alors là, ça a fait, je crois aussi. Alors peut-être je me trompe. Excusez mon imprécision là-dessus, parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup ma région, mais je ne suis pas natif moi du 04. Moi, j'ai vécu quasiment une grosse partie de ma vie dans le Var, et c'est vrai que voilà, je suis plus à l'aise, on va dire, avec l'historique dans le Var que dans le 04. Mais il me semble que mon père m'avait parlé d'un bouquin qui paraît. Alors, c'est pas vraiment comme l'eau vive, hein, mais ça, c'est pareil, ça traite aussi parce que ça a été un traumatisme. Hein. Il faut savoir que pour les habitants de la vallée, certains, ça a été d'un traumatisme, et notamment pour le curé du village parce que quand ils ont commencé à dynamiter bon, bah, les différentes bâtisses qu'ils avaient évacuées, déjà, ça a dû mettre un choc à certains qui étaient nés. Parce que à l'époque, il Mhm. faut savoir que les gens, la majorité des gens naissaient à domicile. Mhm. Il y avait une sage-femme qui venait, il n'y avait pas de service maternité, tu vois. Donc les gens, il y a des gens qui étaient nés et qui pensaient y mourir dans leur maison familiale. Et là, ils voient la maison familiale bah, dynamitée, ça doit mettre un coup au cœur. Mais le curé ne s'en est jamais remis. Il a sombré dans une dépression et tout. Et ça avait donné lieu à un roman. Alors, je sais plus comment il s'appelait. Mon père, lui, l'a lu parce que mon père s'est beaucoup renseigné sur l'histoire de la région. Mais oui, ça a été un traumatisme. Alors, ça a été le progrès, mais des fois, le progrès se fait à marche forcée. Et forcément, on se doute bien que quand on fait comme ça une retenue d'eau, donc qui n'est pas naturelle, on va noyer une partie d'une vallée et comme tu l'as dit, ben, comme je l'ai dit aussi, les gens s'établissant auprès des rivières, ben oui, alors le village, c'est. Je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure, justement, qu'on échange. Donc, Ben, il si y a, tu veux un peu. je sais qu'il y a il y a le village de Savines, la partie basse a été carrément reconstruite, je crois, hein, de toute façon. Ah, ben, Savines-le-Lac aujourd'hui, parce que du coup, Savines, c'est. Voilà, il n'y a pas un bâtiment antérieur à 1960. Parce Mhm. qu'effectivement, comme tu dis, le vieux village de Savines, il est à 20 ou 30 mètres sous les eaux, quoi. Mhm. Ouais, je sais qu'ils Ah, l'ont reconstruit. ouais, ouais, lui, ils l'ont reconstruit. Mais effectivement, comme tu dis, il y en a un qu'ils n'ont pas reconstruit. Et il Non, y a non, un qui est truc sous qui a l'eau. été épargné, c'est une petite chapelle. Alors, je sais plus son nom, parce qu'à l'époque, en fait, elle était en haut comment dire, d'un éperon, pas d'un éperon rocheux, mais d'une grosse colline, on va dire. Et en fait, ben, aujourd'hui, t'as la chapelle qui est sur une petite île. Et elle, ils D'accord, l'ont conservée. Alors, en même temps, d'accord. elle était classée un peu au monument historique, donc c'était compliqué de. Et puis en plus, elle gêne pas, tu vois, vu là où elle est située, elle est vraiment proche comment dire, des berges, en fait, du lac de Serponçon. Donc, elle gênait pas vraiment, tu vois. Et comme justement, en plus, elle était classée, parce que je crois que c'est quand même une chapelle du 15e ou du 16e siècle. Hein. Alors, D'accord. je sais qu'il y en a, ils s'en foutent, il y en a, ils sont totalement anticléricales, mais enfin bon, là, on parle pas de religion, on parle de patrimoine, comment dire, de patrimoine architectural, quoi. Et c'est Oui, normal de le bien sûr, protéger, quoi, voilà. c'est sûr. Et puis alors je regarde, bon, allez, on va faire un petit cours de géographie, mais vite fait comme ça, hein, parce que on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que ça peut avoir son importance. Alors je précise que le film, je l'ai vu, mais il y a très longtemps, et que je vais servir de candide parce que je vous avoue franchement, ça remonte à voilà à tellement longtemps que j'en ai absolument plus aucun souvenir, ce qui est dommage, mais je vais faire l'effort hein, de toute façon de le revoir. Je crois que ça vaut le coup de toute façon. Donc il faut savoir quand même un truc assez hallucinant. Hein. Il a quand même le lac a quand même une profondeur de quasiment 90 mètres et que sa superficie est de quand même 28 km², ce qui est énorme quand même hein, pour un truc pareil quoi. Mais parle-nous maintenant un peu plus, mon cher Olivier, parle-nous de ce film. Je voulais juste rajouter par rapport, justement, tu parlais de sa superficie, il faut savoir quand même, parce que on pourrait me faire le procès de dire, ouais, mais Babas, tu parles de ce film parce que, bah oui, il décrit ta région, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à être un peu chauvin, je crois que c'est ça le terme exact, hein. Totalement. Voilà. Mais retenez quand même que c'est le troisième plus grand lac artificiel d'Europe, même pas Mm. de France, hein, d'Europe. Excusez du peu. Mais après le film, voilà, il a ce charme des films d'antan parce que déjà c'était une autre France. On parle de bergers, on parle
de comment ça s'appelle de Bergère aussi, parce que elle faisait un peu ça à côté. Et vraiment, voilà, moi, il y a tout qui me plaît dans ce film. Et, Il y a et ce côté où les gens vivaient au rythme de la nature, tu vois. il y a un truc. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, hein, alors attention, et puis tu me reprends au cas où, mon cher Olivier, mais euh, il a été diffusé. C'est pas un des tout premiers films qui a été diffusé sur les chaînes françaises, ça? Ah bah alors là, je t'avoue que je saurais pas trop te dire. Je sais pas, ça me tape comme ça sur un peu sur le coin de la citrouille. Euh, j'ai l'impression que parce qu'à l'époque c'était le ORTF, hein, alors oulala, Mhm. là d'un coup on a perdu tout le monde, c'est fini, hein, il y a plus personne. L'ORT quoi? TF, ouais, je sais. Je sais que c'est un peu comme ça, c'est un peu spécial, mais à l'époque c'était le ORTF, il y avait deux chaînes en France. Il n'y avait pas 50, il y en avait deux. Vous vous rendez compte? Ouais. Deux Quand tu chaînes. vois les gens qui râlent aujourd'hui, il y a rien à la télé ce soir à voir, ben ne vous plaignez pas parce qu'avant, Il y il n'y avait avait pas deux vraiment de chaînes. choix. Il y avait deux chaînes. Et je crois sincèrement, hein, je crois que L'eau vive est un pas le premier, je ne veux pas dire de bêtises, mais un des premiers films qui a été diffusé justement pour le lancement de la chaîne couleur, si tu veux, à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était en noir et blanc, hein. Enfin voilà. Et ça a été, je crois que ça a été dans les années entre 65 70. Je crois que ça a été la chaîne qui est passée en couleur. Donc c'était la chaîne de l'ORTF et je crois que c'est un des premiers films qui a été diffusé Alors ça, sur les canaux. j'ai pas la réponse à ta question. Par contre, effectivement, il s'agit d'un des premiers films, bah, déjà avec des moyens titanesques pour l'époque, hein. Sachant qu'il a été donc filmé en Eastman Color, donc en couleur, alors qu'à cette époque-là, regarde, nombre de films qu'on a chroniqués ou qu'on va encore chroniquer sur la chaîne sortant dans ces années-là étaient en noir et blanc, hein, parce que ça coûtait Et extrêmement cher. Et en plus, en- filmé en Franscope, qui était en fait le concurrent français du cinémascope américain. donc c'est du 35 millimètres. Bah oui, de fait, Donc ce qui revient maintenant à dire à du 1,85 quoi, si je m'abuse. c'est Non? ça. Hein, Mais ce qui voilà. te permet surtout bah, de restituer pleinement l'ampleur du chantier gigantesque que ça a été en fait. Parce qu'on se Mhm. rend pas compte aujourd'hui, bon, on est en 2024, on a encore fait des progrès en matière d'ingénierie et tout ça. Mais pour l'époque, c'était un truc mais titanesque quoi. Alors par contre, ce qui est marrant, là, je l'apprends en même temps que tu vois qu'on fait l'émission, parce qu'à un moment donné, forcément, bah, au cours du film, voilà, comme je l'ai dit, hein, dans le de toute façon, le synopsis, c'est vrai que là pour le coup, il résume plutôt bien. Alors on pourrait dire ouais, ça fait maigre comme, mais ne croyez pas ça. Alors, déjà, le film est assez court, hein, il fait 1 heure et demie, on va dire 1 h 36 en rajoutant les crédits. Alors, sachant que les crédits sont avant, ah oui, vieux film oblige, les crédits sont au début. Et ils étaient malins en fait, parce que du coup, ça obligeait les gens à voir les Et crédits. voilà ce que j'allais te dire. Mais il faut savoir que ben voilà, déjà il y a tout ce côté voilà de la convoitise des membres de sa famille et tout. Et là, on se dit mais c'est des pourris, mais oh là là, parce que t'en as certains donc qui vont y aller un peu de front, mais t'en as d'autres. Ah ma pauvre Hortense, c'est ton pauvre papa et tout. Mais alors qu'en fait ils en ont rien à, excusez-moi du coup, ils en ont rien à fiche hein, du papa et Hortense ils s'en contrefoutent. Hein. Oui, en C'est fait, ce qui fait. ils sont attirés par Ah par mais les 30 et c'est millions pour de ça, francs dont même si on ne voit que l'aspect, tu sais, comment dire, plongé dans les tréfonds obscurs de ce que peut être l'âme humaine, c'est un film très intéressant de ce point de vue-là aussi. Hein. ça Et me il y a fait, notamment une séquence. Ah oui, pardon, vas-y. non, non, ça me fait penser un peu, ce que tu me dis, ça me fait penser un peu à un film italien, L'argent de la vieille. C'est-à-dire où Ah, tout je le ne le monde, connais pas. bah, c'est tout le monde se précipite et tout le monde est mielleux pour essayer de piquer l'argent, je vais te dire. Ben, c'est un peu la même chose, là, j'ai Ah, mais l'impression que la c'est Hortense, elle monstrueux. est, Ah ouais, ouais, c'est. Et puis en voilà. plus, enfin voilà, pareil, quand j'ai parlé vite fait du truc, Pascal Audrey, donc cette actrice qui était née donc en octobre 1935, alors à Neuilly-sur-Seine, hein, dans les Hauts-de-France, dans les D'accord, Hauts-de-Seine en France, d'accord. qui nous a quittés en 2000 à l'âge de 64 ans. Elle est partie assez jeune.
Ah, plutôt, oui. Mais c'est fou parce qu'elle se fond dans ce personnage et t'as vraiment l'impression que c'est une fille du cru, quoi. D'accord. Et en plus, voilà, excusez du peu. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu cette actrice et ce qu'elle a pu faire, là, si on avait notre ami Pascal dans le coin, c'était un très, très, très joli brin de fille, hein, vraiment, quoi. D'accord. D'accord, ok. Et donc, elle a ce côté, tu sais, bah, tu vois, un peu Emmanuel Béard dans Manon des Sources. Oui. À la fois cette beauté, mais cette beauté un peu sauvage, Oui, je vois ce que tu veux un dire. peu inaccessible, tu vois. Et puis en plus, elle s'en fiche, quoi. Parce que bien sûr, elle est aussi le sujet de l'appétit de tous les garçons D'accord. célibataires qui se disent si je la marie, je mets également la main sur le magot, tu Ah vois. bah voilà, oui, forcément. Ah, de fait, puisqu'à l'époque, bon, les maris, ils avaient quand même une sacrée incidence sur leurs femmes et sur leurs Mhm. possessions. Hein. Donc voilà, on va pas se cacher que elle attire pas que les convoitises de sa famille, quoi. Il y a Mhm. aussi après D'accord. tous les garçons qui déjà lui tournaient beaucoup autour parce que jolie brin de fille et tout ça, un peu ce côté inaccessible, sauvageonne. Et là, en plus, quand tu sais que bah, elle se retrouve à la tête de 30 millions de francs en 58, mais un multimillionnaire. Mais elle s'en fiche en fait. Tu sais, elle a ce côté de nature. Elle, ce qui lui plaît justement, c'est sa durance et son machin. Et c'est à là où je voulais en venir. Moi, il y a une scène qui m'a marqué dans le film où en fait, de toute façon, c'est la scène du film. Hein. C'est toute la séquence de la mise en eau du barrage. Donc D'accord. l'inondation en fait. Ouais. Mais où en fait, comment dire, tu t'inquiètes pour le personnage que campe Pascal Audrey, donc Hortense, parce que elle, en fait, alors je sais plus exactement quand, parce que ça doit bien faire 2 ans et demi que je l'ai pas revue, mais par un concours de circonstances, elle se retrouve là où elle devrait pas être au moment De la création, enfin de au l'ouverture moment de la des eaux, mise en quoi. eau, au moment de la Voilà. mise en eau. Mais je crois que c'est parce que justement, il y a un des membres de sa famille bah, qui tente en fait carrément de La tuer, l'offrir. quoi. Quoi. Ah oui, clairement. Mais oui, parce qu'en fait, quand il y a la scène inondation, elle est enfermée dans une cave. Ah oui. Et il faut D'accord. savoir, en fait, ça, il faut savoir que la scène d'inondation de la cave a été tournée à la piscine municipale de Gap, dont le bassin fut transformé en décor pour l'occasion. Et D'accord. Pascal Audrey bénéficiait pour certaines scènes de l'aide d'une jeune fille de Gap, Edith Isnard, fille des gérants de la piscine engagée comme doublure. D'accord. Ok. Ah oui, oui, ils ont mis vraiment les moyens. Alors, D'accord. sachant aussi qu'ils ont quand même un petit peu triché, parce que justement, toutes ces séquences où on voit la mise en eau du barrage, en fait, ce n'est pas Serponçon. Et là, c'est une honte. Ben non, mais parce qu'en fait, c'est le barrage de Chaudane, un barrage qui est aussi situé dans les Alpes de Haute-Provence, mais Mhm. qui lui fut achevé en 1951 et mis en service en 1952. En D'accord. fait, c'est les besoins du tournage, si tu veux, qui ont obligé la production à utiliser le barrage de Chaudane comme, entre guillemets, la doublure du barrage de Serponçon. Parce que D'accord. Serponçon, lui, a été mis en service, donc la mise en eau s'est fait qu'en 1960. Et fatalement, bah, le film sortant en 58, Oui, ça pouvait pas le faire. et sachant que les prises de vue se sont quand même étalées sur 3 ans, entre 55 et 57. Tu D'accord. vois. Pour le Mais tournage? Pour le tournage du le, film? le tournage en lui-même, ce qui veut D'accord. dire que donc, même les séquences de mise en eau avaient été tournées 3 ans avant que débute le tournage du film. Oui, je Et comprends. après, par le jeu bah, du montage et des effets spéciaux, parce que il n'y avait pas le numérique à l'époque, mais les mecs savaient faire quand même. Hein. Depuis Méliès, hein, Ah. on sait faire. Ah Depuis bah Georges oui. Méliès et les effets spéciaux, on sait comment faire. Hein, donc, Mhm. Mhm. et franchement, là aussi, c'est criant. J'ai pas d'autre mot. Là, on peut pas me dire, ouais, mais ça a vieilli. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'effet numérique, en fait. C'est que du practical, si tu veux. Mhm. Donc, non, là, c'est hyper, hyper criant, quoi. Mais alors, je te pose une question. Oui. Parce que tu te doutes bien que les gens qui vont enfin, qui vont suivre ou qui vont écouter ce podcast vont se poser la question parce qu'ils auront peut-être pas mon âge ou voilà. Mhm. Est-ce que le film ne fait pas trop vieux dans sa manière de réaliser, dans sa manière de jouer? C'est pas Ouais. gentil de demander ça, Patrick. Tu le sais très bien, le cinéma et les séries télé n'ont pas d'âge. Non, mais je Qu'est-ce qu'on vois. Non. fait pas? Mais qu'est-ce qu'on fait pas pour placer nos produits quand même? C'est pas croyable. Ah ben Oh oh, là là. hein, on a le truc, tu sais, la propriété individuelle. Comment ça s'appelle? L'INPI.
La Oui. propriété intellectuelle et commerciale, je sais pas quoi. Bah oui, on a enregistré le truc, donc faut le placer au moins dans chaque podcast ou vidéo qu'on fait. Non, mais Non, plus sérieusement. plus sérieusement, bien sûr qu'objectivement, je vais pas vous dire que c'est filmé à la manière d'un Twister fin des années 90 ou un truc comme ça. Parce que, ah oui, parce que, pourquoi je cite Twister? Parce que, en fait, le film est vu par beaucoup de cinéphiles comme comment dire, une anticipation conceptuelle, notamment par rapport aux scènes impressionnantes de l'inondation, de la mise en eau, Mhm. où d'ailleurs tu trembles pour la vie d'héroïne. Ben, certains cinéphiles le voient voilà comme une anticipation conceptuelle des films catastrophes qui arriveront dans les années 80. Tu vois, D'accord. avec justement de l'eau vive qui emporte tout sur son passage et tout. Donc D'accord. quelque part on peut, Un peu comme oui, le- l'aventure du Poséidon, par exemple. oui, qui préfigurera ensuite ce que seront la vague des films catastrophes des années 70. D'accord. Exactement. Mais on peut dire que lui, il est un peu le Le grand-père précurseur. le D'accord. précurseur, voilà, de ça. Ouais, Mais ouais, d'accord. après, oui, je vais pas te dire que c'est filmé de manière moderne, ce serait mentir. Mais par contre, parce que tu sais que j'ai consommé quand même beaucoup de films, de vieux films, hein, oh, les vieux films que voilà, qui sentent la naphtaline. Non, mais je trouve que celui-là, ben justement, et attention, mettez dans le contexte, mais pour l'époque, il était, je pense, très en avance. D'accord. Donc forcément, oui, il a vieilli, mais moi-même, hein, quand j'ai vu le film et qu'après je suis allé un peu me renseigner, moi tu sais que je procède comme ça. Je Mhm. regarde un film et après je farfouille. Oui, donc je disais que, comment dire, voilà, même si on peut pas, comment dire, je ne peux pas dire en toute objectivité, non, non, le film fait hyper moderne et tout ça. Euh, voilà, pour moi, c'est un film qui, à mon avis, quand il sort en 58, il était en avance un peu sur son époque. Alors, bien sûr, aujourd'hui, immanquablement, voilà, il y a un peu ce charme suranné, tu sais, on sent que voilà, que le film n'a pas été tourné avant-hier, quoi. Mais ce n'est pas dérangeant au moment du visionnage. Pour peu que vous vous intéressiez un petit peu à ce que le cinéma a pu produire, c'est sûr que si pour vous un film des années 90 c'est déjà un vieux film, c'est mort, quoi. Le film n'est pas pour vous, quoi. C'est voilà. Mais alors, je Je vais te pense que mettre comme ça, je te pose une question. Au niveau oui. réalisation, reconnais quand même que ce film, L'eau vive, on est très très loin de la qualité absolue et totale d'un petit truc en plus. Non, je ne te permets pas de rire. Pourquoi Non, j'étais mais plus sûr que tu allais me sérieusement. dire ça? Non, mais parce que maintenant, ça va devenir, voilà, mon leitmotiv. Non, mais plus sérieusement. Ce que je veux te dire par Tu là, veux que je c'est te que, dise? oui, Parce que L'eau vive peut être qualifiée d'une œuvre majeure du septième art. d'accord, Un petit truc en plus, je sais pas comment le qualifier cette chose. d'accord. Non, non, mais Mais c'est, ce n'est pas du septième art. Voilà. d'accord. Non, voilà. En tout, ce que je voulais te faire te demander, c'était si d'après toi, la réalisation de ce film L'eau vive était au minima égal, voire supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui avec des films tels que voilà un petit truc en plus, les Tuches 4, 4-0 puisqu'il va sortir, etc. Tu vois ce que je veux te dire, voilà quoi. Ou est-ce que bah non, c'est quand même d'un niveau qualitatif bien mais bien supérieur quoi. Non non, mais Alors attends. c'est Ben important. oui. C'est important de le préciser parce que les gens, quand Alors tu je le... vais faire mon cinéphile, hein. Alors, on peut considérer que dans la réalisation est un peu classique. Non, parce que voilà, il y a pas d'inventivité en termes de réalisation. Euh, mais on peut pas dire non plus que François Villiers sur ce film, c'est un tâcheron. Au contraire, je pense qu'il s'est appliqué. Voilà, tu sens que le réalisateur s'est appliqué pour faire un beau film. Tu sens D'accord. En fait, ils ont une âme ces films-là, tu vois, parce que les mecs justement, c'était pas des tâcherons, c'était pas des yes man non plus, c'était des mecs qui avaient à cœur de faire leur film, de le faire du mieux possible. Je dis pas que le film est parfait, je dis pas qu'il n'y a pas certaines, peut-être il y a des gens qui trouveront des longueurs à tel ou tel endroit, mais on sent que et d'ailleurs pas que le réalisateur, mais du réalisateur en passant par le responsable des décors, le responsable de la photographie, du son, le gars au montage, tu vois, tous ces corps de métier différents qui s'expriment dans tous les films, hein, pas que dans les films d'avant. Mais là, tu sens que tous, ils y ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Donc forcément, à l'arrivée, ça peut que se ressentir.
Parce que moi, tu sais, c'est souvent, je fais une analogie avec la cuisine. En cuisine, quand tu as un plat qui a été fait avec, en y mettant de l'amour dedans, et quand tu as un plat qui a été fait de manière mécanique, juste en suivant la recette, oui, le plat qui a été fait de manière mécanique sera mangeable et sera peut-être même agréable à manger. Mais il lui manquera ce petit truc en plus, justement, qu'ont les films qui ont été faits avec de l'amour. Mais alors, je voudrais quand même, puisque tu as parlé de François Villiers, parce qu'il y Oui, a, il y a, il y a un film, alors je pense pas que tu l'aies vu, j'en sais rien, et puis peut-être que tu l'as vu d'ailleurs, je sais pas. Un film de 63, mais qui est une pure merveille. Mais vraiment, hein, vraiment avec Pierre Mondy, Marie Dubois et Pierre Maglon. Alors Pierre Maglon, ça dira personne, mm, c'est les Brigades du Tigre, et puis c'est surtout aussi le père de Lily Desbelons dans La gloire de mon père et le château de ma mère. oui. D'accord. Tu vois qui c'est le moustachu, Oui, 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 c'est oui, le oui, père, on l'avait évoqué, exactement, on l'avait c'est le évoqué dans père, le le père de Lily Desbelons, voilà. Et donc ce fameux film, hein, avec Pierre Mondy, Marie Dubois et lui, Jusqu'au bout du monde. voilà, jusqu'au bout du monde, je vous conseille vraiment, vraiment de le regarder. Ah ben, ça y Si est, vous avez la possibilité, je te remercie pas, Patrick, parce que ça y est, maintenant, il est dans ma wishlist. Ben ah oui, mais parce que c'est un j'ai lu super, les super premières film. lignes du synopsis, et déjà, quand je vois Pierre Desmoulins revient en Corse, je me dis, si le mec a filmé avec autant d'intelligence et de passion les paysages corses qu'il a filmé le 04, ma région, mais ça va être un régal. Ah moi Ça, j'adore mais vraiment hein, j'adore vraiment ce film, hein. Pour moi c'est vraiment un super super film. Comme quoi tu vois il y a voilà et puis allez poussons le curseur parce que je crois que c'est l'année d'après, je crois, si je ne m'abuse, où il va faire un autre film qui s'appelle L'autre femme avec Annie Girardot et Alida Valli par exemple entre autres. Mais oh mon Dieu ce truc, mais j'adore complètement ce film. C'est un drame, hein, c'est un drame là aussi, mais oui, puis voilà, en plus là, moi, tu vois, c'est marrant parce que c'est très bien qu'on ait fait cette émission parce que c'est vrai que je m'étais pas vraiment intéressé au restant de la filmo de ce monsieur et je vois aussi, alors là, c'est pareil, sorti également en 63, je crois. Il a tourné quand même avec Michel Morgan, Maria mhm. Pacôme, Claude Rich. Excusez du peu, non, mais je veux dire, voilà, c'est pas un mec qu'ils avaient sorti du chapeau. Ah non 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 ah non mais alors mettons Le bien les mec, il choses. a tourné avec de Oui. très très grands du. Ah Mais mais non le mais problème, c'était voilà, c'est que là aussi, on va te dire, enfin, on va nous dire, ah mais t'es un vieux réalisateur. Ah ben oui, forcément, hein, le mec, son premier film remonte à 1943 et le dernier qu'il est sorti en 89, sachant qu'il avait plus tourné depuis 23 ans quand il sort son mhm, dernier film en 89. mhm. Donc avant ça, c'était un court métrage en 66. Et ben d'ailleurs, l'autre femme, c'est à partir de là qu'il aura la grosse coupure, puisqu'après en 66, Ah c'est un court bah métrage. Et en et fait, de après 64 à 89, le mec, pendant 25 ans, il n'a plus tourné, quoi. mhm. Ouais, c'est quand même fou, quoi. Alors Mais que, en plus, il a vécu jusqu'à 2009. On se dit, c'est bizarre que pourquoi dans sa vie, il y a eu cette grosse alors coupure de 25 ans. Peut-être qu'après aussi, il s'est pas reconnu dans la nouvelle vague, tu sais, des années 70 et tout ça, où il a alors plus eu sa place, hein. il faut savoir quand même en 58, L'eau vive a eu le Golden Globe hein, du meilleur film étranger. Faut pas Oui, l'oublier. C'est quand même c'est pas rien. voilà. En 89, il a eu le prix du public à Cannes pour Manika une vie plus tard. Faut pas voilà et il a eu en 99 la Palme d'Or du Festival international pour Fort Lauderdale. Mince, je dis n'importe quoi. Au Festival international de cinéma de Fort Fort Lauderdale. Je vais pas Lauderdale, il arriver. a eu la Palme d'Or. Ouais, c'est Voilà, pas la à Palme Cannes, mais il d'Or. a eu Non, le non, prix du public à Cannes quand même. à Ouais, ouais. Cannes, oui, oui, effectivement, pour Manika. Et puis, il a eu aussi le Grand Prix du cinéma français pour Jusqu'au bout du monde. Et C'est enfin, pas... il a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Donc oui, c'était un monsieur du cinéma. Non, Mais non, mais c'était une autre génération. Je pense que c'est ça le problématique. bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens le connaissent pas du tout. Mais Eh non, moi, quand tu m'as dit François Villiers, j'ai fait ah ouais, ok, d'accord. quand même. Tu vois, non mais je me rappelais pas du tout effectivement que c'est lui qui avait fait L'eau vive. Mais après, comme je l'ai dit, hein, ouais, le monsieur, j'ai vu 2, 3 films de lui et là tu fais c'est bon quoi, merci au revoir quoi. Et c'est vrai que j'ai vu 3 films, donc Constance, Aux Enfers, Jusqu'au bout du monde et L'autre femme.
Et mon Dieu, mais waouh, waouh, waouh. Non, non, mais Et, voilà, et quoi. attends, et apparemment, il était à la ville, le frère de Jean-Pierre Aumont. Alors là non plus, ça parlera à personne, mais toi, je pense que ça te parle si je Ah te bah, dis Jean-Pierre Aumont. un petit peu, ouais, quand même. Et il était son frangin à la ville. Voilà, bon, bon. Voilà. Non, mais Hein, le voilà, talent, comme on disait, hein, voilà quoi. voilà, Lui, hein. réalisateur de très grand talent, son frangin, acteur de très grand talent aussi. Enfin voilà, tout est dit quoi. Et en plus, c'est un gars que moi, ça me parle parce qu'il était de la génération à ma grand-mère. Tu vois, il était né en 1920. Il était un peu plus âgé que Non, ma grand-mère, attends. mais voilà quoi. Non, mais c'est pas vrai. Ah ouais, carrément. Ah mais je savais pas ça. Bon, effectivement, Jean-Pierre Aumont, je n'étais pas au courant, mais il est également de la famille du philosophe Henri Bert, bon, ok, homme de lettres, mais surtout du comédien Georges Bert qui était sociétaire de Sociétaire de la la comédie française. comédie Eh, française, mais je savais pas. Ah ouais, d'accord. Bon, bon bah, excusez-moi. excusez du peu, hein. Ouais, bon, ça va, ok, j'ai plus rien dit, merci, au revoir, à la Un petit prochaine. réalisateur de pacotille. Bah oui, bah voyons. Non, mais voilà, je veux dire, on n'a pas attendu les années 70 avec les Godard, les machins. Certes, ce sont des grands monsieur, mais on n'a pas attendu ça pour avoir de grands réalisateurs dans notre pays. Et ça, bah, des fois, faut peut-être un peu le crier fort pour au moins être entendu par quelques oreilles, tu vois. Je t'arrête tout de suite. Ah, Non. Alors là, je suis là, c'est bon, je suis scié sur place. Non. dis-moi. Mais c'est lui qui a mis en scène la série Les Chevaliers du Ciel. Eh oui, effectivement. Non, Les Chevaliers du Ciel, mais c'est pas possible. Eh Oh là si. là, mais oh non, mais cette série. Non, mais là, non, vous pouvez pas comprendre. Non, c'est lui qui a mis en scène Les Chevaliers du Ciel. Ah ouais, d'accord. Et Ok. maintenant, tu te dis, ah, mais c'est pour ça que c'était pas dégueulasse la Ah réalisation des bah, Chevaliers du Ciel. ah là là, Les Tiens Chevaliers du donc, tout Ciel, mon s'explique. Dieu. Non, mais pas cette série, mais c'est pas humain. Mais Non, tu vois, je me non. rends compte effectivement que là, je viens de comprendre pourquoi effectivement il a eu cette pause au cinéma entre, on va dire, 64 hein, pour schématiser et 89, ben parce qu'en fait, il s'est concentré sur la télévision. Certainement qu'on lui donnait plus trop voilà de projets au cinéma et en fait le mec parce qu'il a bien fallu voilà il faut payer les factures et tout comme on dit toujours et le mec a travaillé parce que je vois qu'il a aussi travaillé sur les enquêtes du commissaire Maigret pas Oui. mal d'épisodes Alors, enfin oui voilà il a fait je me permets quand même, parce que c'est vrai que là, ça va parler à personne ou à très peu. Les Chevaliers du Ciel, à la base, c'était les aventures de Tanguy et la Verdure. C'était une série c'est une BD, hein, qui était oui à la oui base oui, oui. créée par Uderzo. Uderzo, le papa Astérix d'Astérix et Obélix, hein, il c'est faut, pas n'importe qui là aussi le voilà. monsieur hein. Excusez du Et peu donc, ah oui, non, mais les aventures de Tanguy et la Verdure, mais à l'époque c'était voilà, Jacques Santi et puis Tristan Marin, mais c'était, je sais pas, c'était le truc que tous les Français regardaient, quoi. C'était c'était un truc complètement dingue, quoi. Donc voilà, mais il fallait quand même que je remette dans le contexte parce que quelle série, et je savais pas que c'était lui qui était le, waouh. Oui, excuse-moi, cher Olivier. et pas que, parce qu'il est aussi crédité comme scénariste sur les Chevaliers du Ciel. C'est-à-dire que c'est lui qui a adapté justement, il a pris la BD du Derzo et de là il en a Et tiré là, le il en a scénario. tiré la série, quoi. Donc D'accord. voilà quoi, le mec. Après j'imagine qu'il a peut-être pas écrit tous les épisodes, hein, comme ça se passe d'ailleurs même encore maintenant dans les séries. Les créateurs, à part quelques rares exceptions comme le créateur de Straczynski, hein, de Babylon 5, mais Mhm. sinon c'est peut-être pas lui qui a écrit tous les épisodes, mais en attendant, le pitch, Le pitch, le truc, c'est c'est lui lui qui quoi. l'a. Fou quand même, hein. Moi aussi, je D'accord. découvre ça en même temps que toi et nos auditeurs et je trouve ça fabuleux, quoi. Ah Voilà ben, encore un grand monsieur que personne ne connaît, j'en suis convaincu. ah ben non, Même mais nous, voilà. ah Après, mais vous moi venez censé tout connaître. ouais, une fois encore, je le connaissais parce que j'avais vu 3 films de lui, donc. Et c'est vrai que quand tu m'as dit, quand tu as parlé de l'eau vive, que tu m'as dit, ah ben tu vois, voilà, tel réalisateur, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses que je savais pas, par exemple qu'il était le frère de Jean-Pierre Aumont, hallucinant quand même. Enfin, c'est Et un truc puis, de fou, quoi. et puis on va dire quand il fait l'eau vive, il avait déjà de la bouteille parce que c'est pas, comme je dis, hein, sa première réalisation remontait à. Alors c'était, il a commencé par le documentaire, le monsieur. D'accord. Non, mais regarde, de 43 à 48, tu vois qu'il a fait que des documentaires. Ensuite, un petit court-métrage en 48 et finalement, son premier film, c'est en 49, quoi. Donc, il avait, en fait, il s'est fait pendant 6 ans la main, déjà dans le monde du documentaire, Ah mais avant attends, de.
Ah, attends, mais le film en 49, c'est Hans le marin. C'est justement avec Jean-Pierre Aumont. Eh ben oui. Oh putain, d'accord. Non, Ah mais ce que je veux dire, c'est ouais. que quand il fait l'eau vive, le mec, il a déjà, tu vois, le coup de caméra. Enfin, en tout cas, il sait faire son taf, quoi, tu vois. Et je pense aussi que, alors, et là, tu vas voir que on va retomber sur nos pattes. Je pense aussi que maintenant que je découvre que le mec vient du documentaire, c'est ce qui fait aussi toute la richesse de l'eau vive. Parce que D'accord. l'eau vive est un film avec Mhm. une histoire inventée, donc tout le passage de l'histoire d'Hortense et tout, mais tout le côté donc en toile de fond et tout ça, là, il a amené son expérience de documentariste. Tu D'accord, vois ce que je veux d'accord. dire? C'est ce Ouais, qui oui, fait oui, que bien le sûr. film est, c'est ce qui fait pour moi que le film est aussi fabuleux parce que à la fois on te conte une belle histoire et à la fois tu as ce côté, tu sais, presque didactique du documentariste, tu Je vois, comprends. sans Ouais, être lourdingue, tu vois, oui. Ouais, je tout en comprends. étant, comment dire, tout en étant ludique, mais tu as tout ce côté où vraiment tu participes à toute la mise en place du barrage et tout ça. Là, ouais, du coup, moi, il y a des clés de compréhension qui viennent de s'ouvrir pour moi. Parce Ouais, je que je me comprends. disais, waouh, c'est quand même le mec qui filme ça. Bah oui, forcément, il a commencé par le documentaire. Et dans un documentaire, tu filmes pas un documentaire de la même manière que tu filmes un film, tu vois. Donc je pense que pour ce Loviv, il s'est beaucoup appuyé sur son expérience de documentariste en début de carrière, tu vois. D'accord. Et alors, je vais te poser maintenant la question de la fin de ce podcast. Mhm. Premièrement, est-ce que tu le recommandes? Et deux, est-ce Absolument pas. voilà, merci, au Pardon. revoir, à la prochaine. Et surtout, en deux, est-ce que tu penses, je sais pas, hein, là je lance une bouteille à la mer, hein. Mhm. Est-ce que tu penses que le film est trouvable? Parce que tu sais que malheureusement, il y a des films, pour les trouver, faut vraiment se Faut se décarcasser, comme lever on dit, hein. tôt. Faut se Hein. lever tôt. Ou alors faut appeler du croc et c'est compliqué parfois. Alors, eh Donc, ben, il faut savoir que le film est sorti en DVD en avril 2013 d'accord. au prix de 12 euros, Bon, ça va. ce qui est pas, hein, voilà, c'est pas excessif. D'accord. Mais par contre, voilà, c'est la seule info que j'ai. Alors, il faut savoir que en juillet 2022, il a été projeté en séance publique à la médiathèque des Ors Village. D'accord. Ceux qui connaissent un peu le coin, les Ors, c'est une station, mais il y a aussi le village des Ors. Bah oui, forcément, c'est une fierté pour le département, ce genre de film. Ils sont tellement rares, comme je disais en tout début de podcast, que, et d'ailleurs, là, je le découvre en même temps que vous, et je dis, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir sur grand écran, tu vois. Mais enfin, voilà, donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui nous écoute, qui est pas du tout du 04, ben voilà, sachez qu'il est sorti en DVD, qu'il était disponible à la Fnac. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il est encore dispo ou pas? Mais je pense qu'après, en occasion et tout, il doit Alors, être trouvable. Il alors, doit être trouvable. alors ouais, effectivement, il est trouvable. Mais Commencez à penser à aller voir votre conseiller financier avant de l'acheter, hein. à ce point-là, Ouais. En neuf, il est à 85 euros. oh là, ah, c'est scandaleux. Eh oui. Non, mais En neuf, t'imagines hein. le, non, mais t'imagines le scandale parce que là, on est presque limite sur du scalping, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, scalping, c'est de là dont vient le terme des scalpers. C'est des mecs qui achètent, qui gardent et qui revendent ensuite quand ça prend de la valeur. Mais là, mince, le DVD est sorti dans le commerce en 2013, donc il y a 11 ans. À l'époque, à l'achat neuf, à la Fnac, il coûtait 12 euros. À quel moment tu peux proposer quelque part, tu sais, moi, ça me fait penser presque à du kidnapping. Comment on appelle ça ah mince. Tu sais, de patrimoine. Hmm. Parce que ce film fait partie du patrimoine du cinéma français. Quoi qu'on veuille en dire, quoi qu'on en pense, quoi. Il y a ceux qui vont dire c'est un vieux film et tout. Moi, je m'en fous, pensez ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, ce film fait partie du patrimoine cinématographique français. Et là, je te dis, on est presque sur une prise d'otage de ce patrimoine-là qui devrait être un patrimoine intemporel et accessible à tous. Tu te souviens l'argument de ceux qui te disent la culture, c'est l'apanage de tous. Ouais, ben excusez-nous, mais la culture, si t'as pas un minimum de fric, tu y as pas accès. Et Hmm. là, après, on en revient à souvent ce discours qu'on tient nous maintenant sur la chaîne et dont on se cache pas. Tous ceux qui viennent, hein, tous nos détracteurs qui viennent dire ouais, mais le téléchargement illégal, c'est du vol, nanana.
et vendre un DVD comme ça 80 euros, alors qu'en neuf il coûtait 12 euros. Vous qualifiez ça comment, vous? Bah, c'est du Oui, vol. non, mais bien Non, mais sûr, c'est non, du non, vol mais aussi, oui. tout Mais simplement. après, les gens vont t'expliquer, oui, mais c'est le prix vient de la rareté, tu comprends, donc c'est normal, etc. Enfin Mais bon. je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais c'est de la prise d'otage de Oui, patrimoine culturel. bien Voilà. sûr, C'est bien une sûr, prise d'otage culturelle. bien Et moi, sûr. je suis pas d'accord. Et attention, parce que ceux qui viennent te dire aussi le téléchargement, pas certain que tu le trouves, hein. Parce que moi, c'est un film, j'ai galéré des années avant d'arriver à l'avoir, et figure-toi que je l'ai pas eu sur un des fameux sites de les vilains pirates. Non, je l'ai eu par un gars qui avait réussi à l'avoir d'un ami à lui qui l'avait ripé de ce fameux DVD. D'accord, C'est l'homme qui a vu l'ours, hein. d'accord, d'accord. Ok. En Non, tout mais ça, cas, c'est dur de se le procurer, c'est dommage. C'est vraiment ouais. dommage. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, Mais oui, je le si tu as la recommande à possibilité, voilà, 200%. d'accord. Si on a la possibilité de l'avoir, de le trouver ou de l'acheter, même si le prix est un peu exorbitant, pour pas dire autre chose, de toute façon, il vaut le coup de l'avoir et de le visionner. Mais complètement, parce que si tu veux, déjà, il te conte une belle histoire, et mine de rien, c'est un témoignage d'un instant T de l'histoire, en tout cas, comment dire, un moment charnière de l'histoire de notre pays, quoi. Parce qu'il Oui, faut je comprends. savoir qu'à la base, la construction du barrage de Serponçon, c'est pas toi, moi, le lambda du coin qui a dit, oh, bah, tiens, on va faire. Non, ça se mettait, si tu veux, dans un cadre beaucoup plus général de modernisation comment dire, de la France, quoi. Tu sais, on était pendant les 30 glorieuses, mais voilà, il y avait quand même en haut lieu cette, comment dire, cette volonté de faire rentrer vraiment pleinement la France dans le XXe siècle. Et surtout, bah, ils avaient, comment dire, ils avaient anticipé les besoins en électricité du pays, parce que le pays était en pleine modernisation, mais il faut l'alimenter, ça, tu vois. Oui, bien sûr, je Ça se comprends. fait. Alors, en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que EDF avait évalué les besoins énergétiques de la France pour toutes les années 50. Et voilà, la commission de modernisation et d'équipement de l'électricité, c'est eux, en fait, qui ont été à la genèse de ce projet. Je comprends, Et comme je ils avaient comprends. prévu d'augmenter la production hydroélectrique, eh ben EDF, voilà. Mais il faut savoir. Alors, dernière petite anecdote parce que c'est quand même assez croustillant. Il faut savoir que l'eau vive, en fait, n'est qu'un parmi les 39 films commandités par EDF à cette période d'intense activité de construction hydroélectrique. D'accord. Donc, si tu veux, il y en a 38 qui sont tombés dans l'oubli, mais parmi ces films qui, on pourrait les qualifier aujourd'hui de films de commande, hein, quelque part. Je comprends. Mais il s'en est retiré un qui sort du lot et qui est un chef-d'œuvre intemporel, pour moi. D'accord. C'est mon Très ressenti. bien. Eh bien, merci mon cher Olivier. Et puis, écoutez, on espère vous avoir donné envie d'essayer de trouver et puis de regarder ce magnifique film. Faut pas croire, hein. Les vieux films, c'est pas forcément que des trucs voilà qui sentent la naphtaline, comme tu l'as si bien dit. Et puis nous, on va se retrouver très très rapidement par pour un autre film ancien aussi. Mais cette fois, on va partir dans les étoiles et ça sera à la recherche de Suzanne. D'ailleurs, dans le film, il y a Madonna. Non, c'est une blague. Voilà. Mais vous verrez par vous-même de toute façon. Si je vous dis Robbie le robot. Oui, mon cher Olivier. Non, mais puisque tu en es au remerciement, ben moi déjà, je te remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ce film. Parce que, après tout, on est, voilà, comme on dit toujours, hein, on est à deux sur la chaîne, on prend donc les décisions à deux. Et c'est vrai que j'aurais pu te dire là au vive et que tu aurais dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, on va pas parler de ça. Donc, merci à toi de m'avoir donné l'occasion Non, de mais m'exprimer sur ce film, il parce faut. que c'est, mon Dieu, voilà. Oui, non, mais Ça fait Olivier. partie du patrimoine. Oui, et Je puis ne répéterai jamais assez.
De toute façon, alors voilà, on le dit rapidement, de toute manière, sur les podcasts, et puis même de toute façon sur notre rubrique principale, on va essayer quand même un petit peu de parler de films que personne ne connaît ou que les gens ont complètement oubliés, parce qu'il faut remettre au goût du jour ces films-là. Et je pense que L'eau vive, mais en fait partie, il faut pas les oublier, c'est pas possible. Et arrêter de croire que en fait le cinéma ça s'arrête à 4-0 d'Otaniente. Non, 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 croyez-moi, il y a eu des choses avant, et heureusement Et d'ailleurs. puis, et puis c'est un peu le credo de voilà de Mais tout c'est ce qu'on pour ça que je fait le en dis. fait. Mais C'est c'est pour ça. c'est notre moteur, c'est notre leitmotiv, c'est de Exactement. remettre en avant des films oubliés, injustement oubliés quoi. Exactement. Allez, on se laisse. Merci par avance si vous passez par là et que vous écoutez ce podcast. Et puis on va se retrouver très rapidement, je vous l'ai dit, avec Robbie le robot dans des aventures spatio-temporelles absolument démentielles. Un film avec un monsieur qui a joué dans Y a-t-il ah mince, La série des Y hein a-t-il. la Ouais, série ouais. d'Y a-t-il, on n'en dit pas plus. Allez, Maître Olivier, merci beaucoup. À très très vite dans de Et nouvelles grand aventures. merci beaucoup beaucoup. Et. Cœur sur vous. Voilà, cœur sur vous. Et n'oubliez pas, comme l'a dit Olivier, les séries et le cinéma. Ça n'a pas d'âge. Exactement. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Ciao.